La tempête n'est pas née au Sahel. Elle a jailli de Floride, quand Donald Trump a promis de protéger les chrétiens du Nigeria. Et l'écho a traversé l'Atlantique en quelques heures, rouvrant une vieille cicatrice. Être sauvé sans l'avoir demandé, au prix d'une souveraineté fragile. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré a répondu, voix basse mais tranchante. Oh, oh, l'Afrique n'a pas besoin de croisade. Elle a besoin de respect. Alors, si la liberté arrive coiffée de conditions et d'ultimatums, est-ce encore la liberté? Et qui en paie le coût? Le discours de Donald Trump a allumé une mèche géopolitique que personne n'avait prévue. Derrière la promesse de protéger les chrétiens, une lutte plus ancienne reprenait forme, celle du pouvoir de nommer le sauveur et de définir qui doit être sauvé. Pour Washington, l'enjeu semblait moral. Pour Abuja, il était existentiel. La phrase traversait non seulement les frontières, mais aussi la mémoire collective d'un continent encore marqué par les interventions travesties en secours. Le Nigeria, géant démographique et économique, devenait soudain le centre d'un récit écrit ailleurs. Chaque mot prononcé à des milliers de kilomètres pesait sur ses équilibres internes, sa foi, sa politique et surtout sa souveraineté. Ibrahim Traoré, au nord, saisit ce basculement comme un avertissement et une opportunité. Redéfinir la protection comme respect et la foi comme dignité. Si le monde voyait une crise religieuse, lui y lisait une bataille pour l'autonomie morale de l'Afrique. Tout a commencé par un paradoxe. En Floride, un homme brandissait une Bible. À Abuja, un autre comptait les conséquences. Dans les 36 heures suivant la phrase de Donald Trump, les marchés nigérians avaient perdu 2 points, les chancelleries s'agitaient, et les mots « intervention possible » s'étaient glissés dans les dépêches. Ce n'était pas une tempête religieuse, c'était une onde de choc politique. Le président Bola Ahmed Tinubu réunit son conseil de sécurité d'urgence. Le mot « protection » fut prononcé 17 fois en moins d'1 heure, sur chaque répétition pesant plus que la précédente. Pour Abuja, accepter l'aide américaine signifiait légitimer un précédent dangereux, qu'un continent de plus d'1 milliard d'âmes devait encore être gardé par d'autres. Pour refuser, il fallait risquer l'isolement. Le dilemme n'était pas nouveau, mais cette fois, l'écho portait plus loin. Au nord, Ibrahim Traoré prit la parole sur la télévision burkinabé. Sa voix n'avait ni colère ni peur. Il parlait de souveraineté, de la nécessité de tenir debout sans tuteur. Ces mots, sobres et mesurés, furent repris des centaines de fois dans les universités, les radios communautaires et sur les murs de Bamako et Niamey. Ce soir-là, l'Afrique découvrit que sa réponse n'avait pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Le mini-reveal était clair. Ce que l'Occident percevait comme une alarme religieuse, l'Afrique y voyait le retour d'une question plus profonde, celle de la dignité. Entre les lignes de Washington et les silences d'Ouagadougou, une même interrogation flottait. Peut-on parler de foi quand les conditions ressemblent à des frontières? Au centre de cette tempête, 2 figures se répondaient sans se rencontrer. À Abuja, Bola Ahmed Tinubu mesurait chaque mot. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré transformait le silence en discours. L'un incarnait la prudence du pouvoir, l'autre la franchise d'une génération qui ne voulait plus d'intermédiaires. Les deux savaient qu'un seul mot pouvait déplacer des frontières invisibles. Traoré, jeune chef militaire devenu symbole, n'a pas seulement parlé pour le Burkina Faso. Il a offert à toute une jeunesse africaine un lexique nouveau, dignité, autonomie, respect mutuel. Ces paroles ont circulé à la vitesse d'un tweet, mais ont eu le poids d'un manifeste. Dans les campus et les marchés, on ne parlait plus de religion, mais de souveraineté. Tinubu, lui, devait choisir entre 2 périls, céder à la rhétorique d'aide ou risquer l'abandon diplomatique. Il observait comment la déclaration d'un président américain pouvait rallumer les lignes de fracture dormantes
entre chrétiens et musulmans. Le pays tenait encore, mais chaque message étranger semblait gratter la même cicatrice. Le Nigeria se découvrait acteur et miroir à la fois. Et pour la première fois, la question ne concernait plus seulement la foi ou la sécurité, mais le droit de se définir soi-même. Tout s'est accéléré après le premier silence officiel de Washington. Ce qui n'était qu'une phrase de meeting s'est transformé en signal diplomatique. Dans les rédactions, on scrutait chaque réaction. Dans les chancelleries africaines, on révisait les communiqués. Abuja, sous pression, tenta de gagner du temps. Pourtant, chaque heure sans réponse paraissait une concession. Le Nigeria, pivot démographique et religieux, devenait le théâtre d'une tension mondiale. Les réseaux américains parlaient de mission humanitaire. À Lago, les radios locales parlaient d'ingérence. Dans ce contraste, tout se jouait, la sémantique du salut. Tinubu savait que les mots qui précèdent et toujours les troupes. Pendant ce temps, au nord, les capitales du Sahel s'observaient. Bamako, Niamey, Ouagadougou, 3 villes unies par une même fatigue de tutelle. Ibrahim Traoré, à la tête de l'Alliance du Sahel, choisit de répondre à sa manière. Une allocution de 12 minutes, diffusée un soir d'orage, lança une onde de choc à travers le continent. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée par ceux qui l'ont fait saigner, déclara-t-il, le regard fixe, la voix calme. Ces mots suffirent. À Bamako, des fresques murales apparurent, Traoré tenant une chaîne brisée. À Lagos, des étudiants imprimèrent des des t-shirts. Plus de Messie, notre terre, notre foi, en 24 heures. Or, la contestation s'était métamorphosée en affirmation. Tinubu reçut alors 2 lettres. L'une venait de Washington, promettant soutien immédiat pour protéger les communautés vulnérables. L'autre, de Ouagadougou, offrait solidarité et coordination entre égaux. L'une proposait la puissance, l'autre la fierté. Le choix devint un test pour tout un continent. Sous la pluie, Abuja vivait une nuit sans sommeil. Des prières montaient, des églises, des appels résonnaient des mosquées. La foi n'opposait plus les croyants, elle divisait les allégeances. Dans les cafés, on murmurait « Qui nous protège vraiment ?» Une même inquiétude liait les voix, celle d'être encore définie par d'autres. L'aube révéla des foules silencieuses, brandissant des pancartes. Respect, pas protection. L'État nigérian se trouvait face à un miroir. Sa souveraineté ne dépendait plus d'un discours, mais d'une attitude. Tinubu choisit la prudence. Il déclara que le Nigeria protégerait tous ses citoyens, sans instruction étrangère. Une phrase courte, mesurée, mais qui sonnait comme un tournant. Le monde écoutait, et l'Afrique, pour la première fois depuis longtemps, semblait parler d'une seule voix. Calme, mais ferme. Les chiffres vinrent confirmer ce que les mots avaient semé. En moins de 48 heures, les taux d'intérêt nigérians montèrent de 1,8% et la monnaie perdit 3% face au dollar. Les investisseurs étrangers suspendirent plus de 240 millions de dollars d'engagements liés aux infrastructures. Ces variations, apparemment techniques, traduisaient une chose. La confiance mondiale hésitait, et derrière chaque graphique, une question refoulée. Jusqu'où un pays peut-il défendre sa souveraineté sans perdre son accès au capital ? Les analystes de Lagos notèrent aussi une hausse de 27% du volume des conversations sur les réseaux, dominé par le mot « respect ». Là où, jadis, l'assistance humanitaire concentrait l'attention, désormais, le débat tournait autour de la dignité et du contrôle. Dans les universités, des groupes d'études s'improvisèrent. Dans les mosquées et les églises, les sermons évoquaient moins le salut que la responsabilité. Ce n'était pas une révolte, c'était une relecture des rapports de force. Ibrahim Traoré, observant ces signaux depuis Ouagadougou, fit diffuser un message chiffré. Nos chiffres ne sont pas faibles, ils sont sous-évalués.
Derrière la formule se cachait une stratégie. Montrer que le Sahel n'était pas un désert économique, mais un espace sous-documenté. Il invita les États voisins à mutualiser leurs statistiques pour rompre la dépendance à l'expertise occidentale. Quelques semaines plus tard, un consortium africain publia un rapport parallèle. 14% de croissance régionale hors circuit d'aide. Ce nombre, relayé sur les réseaux, devint un symbole. La preuve qu'un autre narratif pouvait s'appuyer sur des données. Au Nigeria, Tinubu cita ces chiffres lors d'une conférence. Les chiffres du Sahel montrent qu'il n'existe pas de vide africain, seulement un déficit de confiance. Cette phrase, reprise dans les médias, tenta d'équilibrer le débat. Mais les marchés internationaux restèrent prudents, craignant une dérive panafricaine. La bourse perdit encore 1%, puis se stabilisa. La démonstration d'une économie nerveuse, mais résiliente. Le contraste était visible. D'un côté, l'aide promise restait conditionnelle. De l'autre, la solidarité régionale gagnait en consistance. Entre les deux, l'Afrique redécouvrait le langage de ses propres chiffres. Deux récits se faisaient face. Le premier, occidental, affirmait que la sécurité religieuse exigeait une intervention morale. Le second, africain, répondait que chaque croisade en appelait une autre. Les diplomates de Washington parlaient de devoir humanitaire. Les éditorialistes de Lagos, eux, de paternalisme renouvelé. Entre ces deux langages, la vérité se dissolvait dans la traduction. Le camp de l'intervention avançait 3 arguments. Primo, le Nigeria ne pouvait endiguer seul les violences confessionnelles. Secundo, la présence étrangère garantirait la stabilité régionale. Tertio, le silence équivalait à la complicité. 3 logiques solides sur le papier. Mais Ibrahim Traoré les retourna une à une. Stabilité sans souveraineté n'est qu'une trêve surveillée, déclara-t-il lors d'un forum panafricain. Ces mots sobres exposaient la faille. Ce qui est présenté comme aide peut devenir dépendance structurelle. Les observateurs africains complétèrent donc le contre-argument. La paix importée coûte plus cher que la paix construite. Les chiffres du Sahel, rappelés par Traoré, prouvaient que les alliances locales avaient réduit les incursions armées de 12% en un an. Cette donnée, modeste mais réelle, montrait qu'une sécurité endogène était possible. Le Stillman de l'Afrique reposait sur un principe simple, reconnaître la complexité de ses propres problèmes sans déléguer leurs solutions. Tinubu lui-même, malgré les pressions, valida ce raisonnement. Dans un communiqué final, il salua la coopération entre égaux, non entre protecteurs et protégés. C'est à ce moment que la crise devint dialogue. Le silence devient résistance. La phrase d'Ibrahim Traoré, prononcée à la télévision de Ouagadougou, changea le ton du débat. En 8 mots, il transforma une polémique religieuse en déclaration politique. Ce n'était plus une querelle entre croyances, mais un test de souveraineté. Partout, les signes d'un basculement se multipliaient. À Bamako, des étudiants peignirent sur les murs. « Nous n'attendons plus de sauveurs ». À Lagos, des pasteurs et des imams échangèrent des messages de soutien mutuel. La fracture confessionnelle se résorbait sous la pression d'une autre idée, la dignité partagée. Les chancelleries occidentales réagirent avec prudence. Paris parla de malentendus diplomatiques. Washington invoqua le devoir moral de protection. Mais sur les réseaux africains, ces formules paraissaient creuses. Ce que l'Occident voyait comme un glissement inquiétant, beaucoup d'Africains le vivaient comme un réveil. Le milieu du récit était atteint. La tension religieuse s'effaçait devant la conscience politique. Et au centre, Ibrahim Traoré incarnait désormais plus qu'un chef d'État, un miroir pour tout un continent. La tempête diplomatique se transforma en réalité tangible. Dans le nord du Nigeria, les gouverneurs rapportèrent une baisse de 15% des échanges commerciaux transfrontaliers, les marchés craignant de nouvelles sanctions. Les entreprises pétrolières, elles, suspendirent plusieurs contrats en attente de clarification politique. Pour les nations voisines, c'était le signal d'une contagion possible, celle du doute.
Le message de Tinubu, prudent mais ferme, inspira le Ghana et le Tchad, qui publièrent donc des communiqués similaires défendant leur souveraineté religieuse et politique. L'Alliance du Sahel gagna un poids inattendu, transformant Ibrahim Traoré en porte-voix d'une Afrique décidée à choisir ses batailles. Washington adopta un ton mesuré, affirmant respecter les perspectives africaines, tandis que Paris multipliait les appels à la coopération réaliste. Mais dans les faits, les capitales occidentales craignaient une perte d'influence structurelle. La perception d'un paternalisme moral devenait un handicap stratégique. Les ONG signalèrent un recul temporaire des aides, mais un gain de coordination interne. Les fonds régionaux africains, jusque-là dormants, furent réactivés. En 3 mois, le Nigeria lança un mécanisme de financement commun avec le Burkina Faso. Première initiative bilatérale, sans conditions externes. Les églises et mosquées devinrent un lieu de dialogue. Des jeunes de Lagos à Bamako organisèrent ici des forums citoyens sur la notion de dignité. Les slogans changeaient. Moins de religion, plus de responsabilité. Dans les villages, on parlait d'éducation, de médias, de contrôle des ressources. La crise se transformait lentement en apprentissage collectif. L'Afrique découvrait que ses cicatrices pouvaient devenir lignes de force. Et derrière chaque déclaration de principe, un changement concret s'amorçait. Plus de concertation, moins de dépendance. Dans ce mouvement, Ibrahim Traoré demeurait le fil rouge, discret, mais constant. Il rappelait que la foi sans liberté n'est qu'obéissance. Et pour la première fois, le continent semblait décidé à choisir la liberté, même au prix de l'incertitude. Les 12 mois à venir dessinaient 3 chemins possibles pour le Nigeria et ses voisins. Dialogue avec l'Occident, coopération avec l'Alliance du Sahel. L'économie reste fragile mais stable. La diplomatie prudente évite la rupture. L'Afrique gagne en autonomie narrative, sans affronter directement ses anciens partenaires. Ce scénario reflète la continuité, coûteuse mais gérable. Une hausse de 4% d'investissement intra-africain et 9% supplémentaires de commerce régional. Les institutions locales gagnent en légitimité, la jeunesse en voix. Ce scénario reste ambitieux, mais plausible. Il dépend de la cohérence entre vision et exécution. Fuite des capitaux, retour des violences interconfessionnelles, perte de crédibilité régionale. Entre ces 3 horizons, une leçon se dégage. La souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve par la constance. Ibrahim Traoré l'a compris avant d'autres. Tinubu commence à le comprendre. Et pour l'Afrique, le véritable pari n'est plus d'obtenir du respect, mais de le conserver dans le temps, par la discipline, la clarté et la mémoire. Au-delà des chancelleries et des chiffres, la crise résonna dans la vie quotidienne, dans les rues, de Lagos. Les conversations se faisaient plus lentes, plus attentives. Des chauffeurs de taxi discutaient de politique étrangère comme on parle de météo. On nous a souvent demandé d'avoir foi, mais jamais de réfléchir, disait l'un d'eux. Cette phrase simple résumait une transformation plus profonde. La citoyenneté redevenait une affaire personnelle. Chez les jeunes, surtout, le discours d'Ibrahim Traoré devint un repère, non pas comme un appel à la rupture, mais comme une invitation à se tenir droit. Dans les universités de Niamey, d'Accra ou d'Abuja, on citait ces mots. La liberté n'est pas un sermon, c'est une pratique quotidienne. Ces paroles, répétées sur les réseaux, inspirèrent des projets locaux. Coopératives agricoles, médias indépendants, collectifs d'éducation civique. Même au sein des communautés religieuses, une nuance nouvelle apparut. Les pasteurs et les imams parlaient de foi active, une foi qui ne s'attend plus à être sauvée, mais qui construit. Les femmes, dans les marchés, disaient donc que la dignité commence quand on parle sans peur. Pour beaucoup, ce moment n'était pas une révolte, mais une reprise de souffle, une chance peut-être de retrouver la voie qu'ils pensaient perdue.
Les gouvernements africains, secoués mais lucides, commencèrent à esquisser un plan. 3 étapes, pas simples mais décisives. Reconstruire la parole, créer un espace de dialogue africain où chaque nation peut exposer ses positions sans traduction intéressée. À Addis Abeba, un projet de forum des souverainetés vit le jour, centré sur la transparence et la communication directe. Ibrahim Traoré y participa, rappelant que le respect commence par la clarté. Mutualiser les moyens. Abuja, Bamako et Ouagadougou lancèrent une plateforme logistique commune pour coordonner les politiques de sécurité et d'approvisionnement. Objectif mesurable, réduire de 20% la dépendance aux fournisseurs extérieurs d'ici 1 an. La coopération cessait d'être un slogan pour devenir un outil. Éduquer à la souveraineté. Les universités du Sahel intégrèrent un module sur l'histoire des interventions africaines. Les médias publics, eux, ouvrirent des programmes de décryptage pour analyser les mécanismes de l'influence étrangère. Une pédagogie de la vigilance prenait forme. Ces actions ne garantissaient pas l'indépendance absolue, mais elles posaient une base, celle d'une Afrique consciente de ses leviers. Ibrahim Traoré conclut « On ne naît pas libre, on le devient en se souvenant pourquoi on lutte ». Sous le même ciel où tout avait commencé, Ibrahim Traoré reparut. Cette fois, pas à la télévision, mais sur une place ouverte de Ouagadougou. Dans sa main, le même drapeau qu'il avait brandi des mois plus tôt, désormais usé par le vent. « Ils nous appelleront rebelles », dit-il. Mais chaque rébellion commence par un refus de s'agenouiller. La foule reprit ces mots comme une prière. À Abuja, Tinubu suivait les images sur une tablette, silencieux. Il comprenait enfin que la bataille n'était pas celle des armes, mais celle du regard. L'Afrique n'avait plus besoin de permission pour exister debout. Ce soir-là, les rues du Sahel se remplirent de chants. Ce n'était plus la colère, mais la reconnaissance. La liberté n'était pas tombée du ciel. Elle avait été dite, défendue, vécue. L'histoire s'achève sans point final. Dans les cafés d'Abuja comme sur les marchés de Ouagadougou, une même question demeure. Que faire de cette voix retrouvée ? Ibrahim Traoré disait que la souveraineté n'est pas un cri, mais une patience. Le Nigeria, lui, semble l'avoir compris à son tour. Si la liberté commence par l'écoute, alors l'avenir de l'Afrique dépend de ceux qui resteront pour entendre. Pas seulement les dirigeants, mais chaque citoyen, chaque croyant, chaque jeune qui refuse qu'on parle à sa place. Cette crise aura révélé plus qu'une fracture, une possibilité, celle d'une Afrique qui débat, qui s'interroge, qui construit son propre récit. À ceux qui l'observent de loin, une invitation demeure. Et si la vraie protection consistait à laisser parler ceux qu'on prétend sauver,